En discutant quotidiennement avec de nombreux business analysts, eh bien, je me suis rendu compte que pratiquement tous, si ce n'est tous, avaient de fausses croyances et il y en a beaucoup. Alors pourquoi c'est embêtant d'avoir toutes ces fausses croyances? Déjà parce que ça impacte le quotidien des business analysts dans leur travail opérationnel. Évidemment, ça va impacter, alors quand je dis impacter, c'est négativement, ça va impacter négativement leur relation avec les parties prenantes avec lesquelles ils travaillent. Ça va également avoir des répercussions négatives sur la qualité de leur travail, également sur le recrutement des business analysts et puis je passe sur de nombreuses répercussions négatives. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette vidéo sur 17 fausses croyances qu'ont les business analysts, mais également pas que les business analysts, qu'ont toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, que ce soit des recruteurs, des clients finaux, des collaborateurs, des managers, etc. Et c'est l'objet de cette nouvelle vidéo. Alors bonjour à toutes et à tous, si vous ne me connaissez pas, si vous ne connaissez pas cette chaîne, bienvenue. Vous êtes sur Best of Business Analyst, l'écosystème des business analystes francophones. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la business analyse, ou alors si vous êtes déjà praticien en business analyst, souvent sans le savoir, parce que vous avez peut-être une autre étiquette que business analyst, eh bien là aussi, restez parce que vous avez des centaines de vidéos. Vous pouvez aller sur mon site internet également pour découvrir de nombreux articles, des modèles téléchargeables, des e-books gratuits, également plein d'autres informations sur la business analyse. Et pour celles et ceux qui veulent se former, vous pouvez également aller regarder le catalogue des formations, les accompagnements, coaching, etc. Tout cela pour ne pas rester, faire partie des 98% de business analystes autodidactes formés sur le tas qui souffrent en silence d'un fort syndrome de l'imposteur. Je dirais jamais assez, ça c'est parce que vous n'êtes pas formé et c'est normal parce que c'est une discipline qui est en croissance exponentielle mais qui est relativement récente puisqu'elle n'a été formalisée qu'il y a une vingtaine d'années, en tout cas que dans les années 2004-2005. Donc si vous n'êtes pas formé, eh bien sachez que les formations existent, que vous pouvez vous débarrasser une bonne fois pour toutes de vos doutes qui font que malgré des années d'expérience, vous doutez justement toujours de vous, vous avez toujours ce fichu syndrome de l'imposteur. Si vous en avez marre de vous auto-former de votre côté sans savoir si ce sont des bonnes pratiques, là aussi bienvenue, vous allez trouver tout sur ma chaîne et sur le site internet éponyme. Et si vous voulez vous reconvertir dans ce métier, cette discipline, ce rôle qui sont au carrefour des enjeux économiques, technologiques, de la gestion de projet et de l'humain avec un grand H, bienvenue également. Vous allez trouver ici toutes les informations, les formations et le contexte qui va vous permettre de vous épanouir dans ce métier que forcément j'adore, sinon je n'aurais pas créé tout cet écosystème. Alors, maintenant que j'ai fait cette petite introduction et que j'ai souhaité aussi la bienvenue à toutes et tous, y compris les nouveaux abonnés, et un grand bonjour aussi à tous les abonnés qui me suivent depuis de nombreuses années, sans lesquels la chaîne n'existerait plus. Donc je vous remercie infiniment. Je le fais d'ailleurs pas assez souvent. Vraiment, merci, merci, merci. C'est grâce à vous, grâce à tous les messages que vous m'envoyez, que ça me donne matière à faire toutes ces vidéos, à écrire tous les contenus, les articles, etc., à créer des formations pour vous. Et c'est des formations qui maintenant permettent à des centaines de business analysts d'être formés, reconnus par leur employeur. C'est vraiment tout ça grâce à vous. Merci, merci, merci. Voilà, ça c'est dit et franchement je pense tous les jours de ma vie. Donc je le redis cette fois-ci face caméra. Alors aujourd'hui, je vais vous lister 17 fausses croyances qu'ont les business analysts sur eux-mêmes, sur leurs pratiques. Et honnêtement, quand j'ai préparé la vidéo, je me suis arrêtée à 17 parce que déjà je trouvais ça énorme. Au début, je voulais faire la moitié, hein, pas faire une vidéo trop longue. Et plus je continuais et plus en fait ça venait tout seul, toutes ces fausses croyances qu'ont les business analysts. À tel point qu'il y en a même d'autres que j'ai relevées, que je ne vais pas mettre dans cette vidéo, sinon ça ferait vraiment trop long. Mais je ferai une autre vidéo un petit peu plus tard pour vous lister les autres fausses croyances. Le but, c'est que vous ressortiez de ça avec plus de compréhension sur votre pratique ou sur la pratique qui n'est pas encore la vôtre, mais pour lesquelles vous voulez vous former et que vous voyez d'un autre œil finalement votre rôle et vous vous sentiez mieux, plus à votre place, avec moins de doutes et plus de posture en fait pour bien exercer votre travail
dans la joie et la bonne humeur, même si ce n'est pas toujours facile, en tout cas dans le plaisir d'aller travailler comme business analyst ou comme praticien en business analyst, puisqu'il y a de nombreuses étiquettes. Alors, j'ai pas fait de plan à proprement parler, je vous ai juste listé les différentes fausses croyances. Alors, je ne vais pas vous les lister maintenant, vous regarderez sous la vidéo, il y a des timecodes, il y a les chapitres, vous allez pouvoir cliquer sur éventuellement les fausses croyances qui vous intéressent le plus, mais franchement, écoutez-les parce que toutes, vous allez sans doute vous dire « Ah mince, c'est vrai, j'ai une fausse croyance également. » Ou alors je l'ai eu à un moment donné et maintenant je ne l'ai plus. Très bien, alors, première fausse croyance, c'est être réactif et non proactif. Effectivement, quand on est business analyst, on a souvent beaucoup de travail. On est invité dans beaucoup de réunions et on a en général un planning qui est extrêmement chargé. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps, en tout cas on a l'impression qu'on n'a pas le temps de préparer à l'avance le déroulement de nos activités et de voir un petit peu au-dessus de la mêlée. Donc en fait, on pense que effectivement, on a pas d'autre choix que d'être réactif, c'est-à-dire on nous demande quelque chose, que ce soit par exemple sur un projet géré de manière agile avec Scrum par exemple, on est cadencé par les sprints, il faut écrire les user stories ou alors il faut écrire les critères d'acceptance, il faut aller vite parce que les sprints ont une durée entre 15 jours et 30 jours en général à peu près, et donc on n'a pas le temps de prendre du recul. Donc ça, c'est une première fausse croyance, c'est que de toute manière, c'est un métier où on doit être réactif. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que bien sûr qu'on est réactif, dans le sens, il y a un déclencheur et on a une réaction. Mais ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est qu'un business analyst, pour être un bon business analyst, il doit aussi être proactif. Ça veut dire quoi proactif? C'est être capable de prendre du recul et avant que les problèmes se posent, eh bien, il a déjà réfléchi et il est allé conseiller et soulever éventuellement des problématiques avant que celles-ci n'arrivent. Le problème, c'est que pour être proactif, il faut avoir évidemment la connaissance de votre métier. Si vous ne connaissez pas bien votre métier, si pour vous, être un business analyst, c'est quelqu'un qui écrit des specs ou qui écrit des user stories ou qui fait des ateliers de travail, vous vous définissez comme l'activité ou les activités que vous faites et vous n'êtes pas capable de dire en quelques mots quelle est votre plus-value. D'ailleurs, je vous demande, si vous n'avez pas encore vu ce que j'explique dans cette chaîne, est-ce que vous savez me dire ce que vous faites, qui vous êtes, quelle est votre identité, à quoi vous servez? En général, c'est très compliqué. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont consultants en ESN, vous dites en général, vous êtes consultant, vous êtes product owner, vous êtes assistant à la maîtrise d'ouvrage, vous êtes proxy product owner, vous êtes consultant fonctionnel, consultant technico-fonctionnel, testeur métier, etc. Vous allez vous identifier par rapport à l'activité ou la responsabilité que vous avez à un moment donné sur un mandat. Mais vous n'allez pas forcément savoir définir que votre plus-value, c'est d'aider les organisations à identifier, à recommander, à mettre en œuvre et à assurer la conduite du changement sur une solution qui correspond à la meilleure potentialité en réponse à un besoin de changement de cette organisation. Donc une entreprise a un problème ou une opportunité à saisir et vous, business analyst, vous êtes là pour identifier la meilleure solution possible et l'aider à la mettre en œuvre. En général, c'est pas comme ça que vous vous présentez, c'est pas non plus comme ça que je me présentais. Quand on n'est pas capable d'identifier qui on est et quelle est notre plus-value, eh bien on a tendance à être réactif parce qu'on va réagir à des livrables, à une feuille de route, à des délais. Donc vraiment, première chose, c'est une fausse croyance. Nous devons être proactifs pour être, et là, ça fait partie du deuxième conseil, pour être des conseillers avisés. Donc, deuxième croyance, fausse croyance, on est un exécutant et on n'est pas un conseiller avisé. Exécutant, ça veut dire que le chef de projet nous dit, voilà, pour telle date, tu as tel livrable, tu as donc des specs à écrire, tu as de préparer des cas de test, tu dois faire des user stories, etc., ou tu dois faire telle ou telle analyse, et donc vous exécutez un livrable. En réalité, ce n'est pas ça qu'on vous demande, qu'on nous demande en tant que business analyst. On nous demande d'être des conseillers. Quand vous faites une analyse, par exemple, il ne s'agit pas juste d'écrire une analyse, il s'agit surtout de donner des clés de prise de décision aux managers, aux personnes qui sont face à vous, qui sont les décisionnaires, puisque on n'est pas des décisionnaires, on est des conseillers avisés. Qu'est-ce que fait un conseiller avisé? Il va étudier les différentes potentialités, il va déjà s'assurer qu'il recueille la bonne information, il va avoir des techniques pour bien analyser l'information et après il va émettre des recommandations étayées, argumentées. Ça, c'est le business analyst. Il va savoir être un conseiller avisé et pas juste celui qui va
pondre une spec, pondre une règle métier, pondre une user stories. C'est pas ça du tout. Alors bien sûr que ça fait partie des activités qu'on pratique, mais retenez que non, on n'est pas de simples exécutants, on est des conseillers avisés. Et je voudrais rajouter d'ailleurs un petit bémol parce que il y a 3 schémas de certification en business analyst, en tout cas au niveau international, qui peuvent certifier des business analysts. Il y a l'IIBA, International Institute of Business Analysis, dont je fais partie. Il y a IQBBA et puis le PMI, PBI. Donc le PMI, c'est un schéma de gestion de chef de projet à la base qui a été fondé en 1969 aux États-Unis. Et en fait, c'est vraiment le schéma de référence pour tous ceux qui veulent devenir chef de projet informatique. Le seul problème, c'est que le PMI, à un moment donné, il a créé un schéma de certification en business analyst parce qu'il a constaté qu'effectivement, la business analyse était tout le temps dans les parages du chef de projet. D'où d'ailleurs, vous allez voir, une des fausses croyances, le mélange entre chef de projet et business analyst. Et donc, ayant sa vision d'un projet informatique par le prisme du chef de projet qui est au sommet de la pyramide organisationnelle, eh bien, il va aussi envisager le business analyst comme étant un subordonné du chef de projet. Ce qui n'est pas le point de vue, par exemple, de IBA, qui a une vision différente du business analyst, qui est donc celle de conseiller avisé. Et donc là, dans cette fausse croyance, c'est aussi véhiculé par ça, c'est-à-dire que les chefs de projet voient effectivement le business analyst, en tout cas les chefs de projet qui sont passés par le PMI entre autres, on voit le business analyst comme un exécutant qui va écrire des livrables, de même qu'un développeur est un exécutant de code, etc. Donc c'est aussi véhiculé par des schémas de certification qui ne sont pas initialement spécialisés dans la business analyse et qui pensent que c'est effectivement un exécutant, un subordonné. Le seul problème, c'est qu'à la fin, si ça se passe pas bien, s'il n'y a pas de satisfaction côté utilisateur, si le client n'est pas content parce qu'il estime que la qualité n'est pas au rendez-vous, on va taper sur les doigts du business analyst. Alors bien sûr, le chef de projet, il va avoir son lot de problèmes, mais le business analyst, on va lui reprocher de ne pas avoir identifié les besoins métiers et de ne pas avoir conçu fonctionnellement le bon système. Donc on voit bien qu'à la base, c'est bel et bien au business analyst d'être là pour conseiller et non pas seulement d'exécuter des livrables, d'écrire des specs, etc. Donc ça, c'est une deuxième fausse croyance et j'aimerais que vous y réfléchissiez pour voir est-ce que vous, dans votre rôle, si vous êtes déjà business analyst, vous arrivez à vous positionner comme conseiller ou est-ce que c'est compliqué? Si c'est compliqué, je vous invite à regarder d'autres vidéos de cette chaîne. Je donne plein d'astuces. Il y a également, évidemment, les bonnes pratiques professionnelles à maîtriser pour pouvoir être un bon conseiller, savoir faire les bonnes analyses, les combiner entre elles pour pouvoir produire les bonnes recommandations. Puis après, il y a toute la notion de compétences relationnelles et comportementales qui sont extrêmement importantes quand on est business analyst pour justement endosser cette posture de conseiller avisé. Donc ça, c'est ma deuxième fausse croyance. Alors ensuite, c'est la troisième fausse croyance, c'est je n'accepte pas les décisions des managers. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez émettre des recommandations, vous avez tout étudié dans le détail et vous savez que telle solution, c'est vraiment la meilleure en fonction des contraintes qu'on vous a soumises. Et il se trouve que c'est pas accepté. La hiérarchie, vos managers soit opérationnels, soit hiérarchiques, n'acceptent pas et prennent une toute autre décision. Donc dans ces cas-là, c'est très humain d'être déçu, voire frustré, de ne pas se sentir reconnu, on a l'impression d'être jugé, qu'on a fait du mauvais travail et donc on a du mal à accepter cette décision, sauf que vous n'acceptez pas cette décision, mais derrière, c'est à vous de la concevoir, cette décision qui vous semble erronée par rapport à vos recommandations. Comment réussir à concevoir, en fait, à écrire, on va dire fonctionnellement, à quoi va ressembler le logiciel, ou en tout cas le système en question, si d'emblée, vous pensez que ce n'est pas le bon et vous êtes déçu. Et vous remettez en cause, en fait, les décisions des managers. C'est humain, simplement. Il faut savoir une chose, c'est que si vos managers n'ont pas adhéré à vos recommandations, ils ont leurs propres raisons. Peut-être qu'il y en a certaines que vous ne connaissez pas et qu'ils ne vous ont pas livrées parce que ça peut être du domaine stratégique et vous ne devez pas le savoir. Peut-être aussi que votre manager a des plans de carrière, et ça j'en ai vu souvent, qui ne vous a évidemment pas communiqué, ou il y a des problèmes relationnels avec d'autres managers et votre solution, il sait que ça peut poser problème. Ou alors, il y a déjà eu cette solution qui a été envisagée et qui n'a pas été retenue
avant vous. Voilà. Il y a plein de possibilités et d'explications qui peuvent expliquer pourquoi votre recommandation n'a pas eu lieu. Alors, déjà, ça, il ne faut pas le prendre de manière personnelle vis-à-vis de vous. Il ne faut pas penser que c'est parce que vous avez fait du mauvais travail. C'est parfois lié à des critères, on va dire des facteurs que vous ne connaissez pas forcément. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'un business analyst, il est là pour recommander, mais après, une fois que c'est acté, qu'une solution est actée, il doit l'accepter et la mettre en place. C'est un bon petit soldat après, dans le sens c'est un conseiller avisé, certes, mais un conseiller, il s'est resté à sa place, c'est pas lui le décisionnaire. Et il faut l'accepter. Même si c'est frustrant, il faut que vous travaillez sur vous pour accepter des décisions que vous n'appréciez pas. Après, évidemment, c'est compliqué parfois parce que eh bien, on a parfois une proximité émotionnelle avec nos contributeurs et on a envie ce qu'il y a de mieux pour eux. Parfois, on s'est même engagé, on va dire, par la parole à leur fournir le meilleur logiciel possible pour eux. Or, eh ben, on reviendrait avec une autre solution. On sait que c'est pas bon pour eux. Donc, c'est compliqué, effectivement, de gérer parfois notre envie d'apporter aux utilisateurs quelque chose qui leur convienne complètement. Et en même temps, eh ben, en tant que business analyst, on doit non seulement garantir la satisfaction des utilisateurs, donc ceux qui utilisent le logiciel, mais on doit aussi garantir que cela va dans le sens de la vision stratégique et tactique de l'entreprise, c'est-à-dire en général de leur manager et voire au-delà. Et parfois, ce n'est pas les mêmes besoins. Nous, on doit essayer de trouver quelque chose de consensuel et en tout cas, on doit savoir l'expliquer et l'argumenter. Donc, c'est très compliqué d'être un conseiller, c'est sûr. Mais en tout cas, il faut accepter qu'il y a des décisions des managers qui ne soient pas celles que vous auriez recommandées. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose accepté parce que sinon vous allez vous faire des nœuds au cerveau, vous allez être frustré, vous n'allez pas réussir à poursuivre votre travail de manière efficace. Par contre, je voudrais rester sur ce point. Être surpris lorsqu'une décision ne va pas dans le bon sens, c'est problématique parce que normalement vous auriez dû voir venir le truc. Voilà, normalement, si vous avez appliquer les bonnes pratiques de l'élicitation et que vous êtes attaché non seulement aux besoins des utilisateurs, mais également si vous avez bien vérifié que ça allait dans le sens de la vision stratégique et tactique de l'organisation, vous ne devriez pas être surpris par la décision. Voilà. Et ça, c'est important de se souvenir qu'on ne satisfait pas que les utilisateurs, mais également les donneurs d'ordre qui payent et qui n'ont pas forcément les bons objectifs. Donc, si vous êtes surpris par une décision qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez préconisé, demandez-vous pourquoi vous l'avez découvert si tard. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Voilà, donc ça, c'était le 3e point. Le 4e point, c'est une autre fausse croyance, c'est qu'il faut concentrer vos efforts sur des détails techniques. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans certains contextes, donc par exemple l'informatique, on va peut-être vous demander d'aller paramétrer, si vous travaillez sur des ERP, des logiciels de business intelligence, etc., on va peut-être vous demander de paramétrer le logiciel de manière pointue, d'aller requêter, de faire des requêtes particulières, etc. Et vous allez être hyper focalisé sur quelque chose de très technique. Et donc, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui elles-mêmes fonctionnent de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont, depuis des années, elles fonctionnent en fait avec, on va dire, une direction technique. Comment je peux vous expliquer ça? Elles fonctionnent avec une vision centrée autour du produit, comme il y a 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire qu'on fabrique le produit logiciel, on le livre et l'utilisateur, après, il se débrouille pour l'utiliser. Ça, c'est old school, c'est ancien. Mais il y a encore plein d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Donc, en gros, elles vont vouloir que le business analyst se focalise sur le produit, sur les fonctionnalités. En réalité, et je le dis vraiment souvent en ce moment, les temps ont changé. C'est-à-dire que maintenant, on n'est non plus orienté sur le produit, mais on est orienté sur le client, l'utilisateur. C'est pour ça que les business analysts, on le vend en poupe et qu'on en demande de plus en plus. Parce que maintenant, on a besoin de savoir ce que veut l'utilisateur. Et là, ensuite, on va développer le produit, on va lui faire quelque chose qui lui correspond. Mais les entreprises qui ne sont pas organisées encore comme ça, qui n'ont pas encore pris le train en marche, qui sont encore old school, comme je dis, eh bien, elles peuvent vous demander de vous concentrer sur les détails techniques. Et donc, vous allez complètement perdre de vue l'aspect général, holistique, global, systémique de l'organisation. Et vous allez donc plus du tout être en capacité à être ce conseiller avisé qui est au-dessus de la mêlée et qui est capable de voir plein de choses et de niveau macroscopique, tout comme au niveau du détail. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que
Surtout quand vous débutez et quand vous me dites: «Mais moi, je suis un peu perdue, je viens du métier et je suis obligée de faire des requêtes, ou je suis en train de paramétrer des solutions, des CRM, des ERP et cetera, mais on me demande vraiment d'aller dans un très fort détail et en gros, je vais rechercher, recueillir les besoins que pour être capable de paramétrer». Donc c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est que cette fausse croyance qu'ont certains business analysts, c'est aussi parce que c'est ce qu'on leur demande. Et en réalité, les managers eux-mêmes ne sont pas formés. Il y a un manque de maturité sur la connaissance de la business analyse auprès de certaines entreprises, de certains managers, qui fait qu'ils sont encore avec des attentes qui ne correspondent plus aux vrais besoins pour satisfaire en fait l'utilisateur et s'assurer qu'on optimise la chaîne de valeur de l'organisation. Donc ça peut se comprendre aussi que vous soyez parfois concentré sur les détails techniques, mais sachez que ça, un business analyst, normalement, il n'est pas un développeur non plus. C'est un acteur central dans les projets de système d'information parce qu'il est capable de voir autant la vision métier que la vision technologique, que la vision de la gestion de projet et évidemment tout cela dans le contexte de l'humain. Voilà. Donc les détails techniques, on va y aller, hein, on est obligé d'aller dedans, mais on ne va pas se concentrer à 80% dessus. Il y a énormément d'autres choses qu'on fait autour qui nous permettent de nous assurer qu'on va dans la bonne direction. Donc si vous ne faites que ça, attention, ça n'est plus trop de la business analyse. Parfois, c'est à la limite de technico-fonctionnel, voire développeur qui a une fibre très utilisateur. Cinquième fausse croyance, eh bien, à contrario, c'est de concentrer votre énergie sur la vision macroscopique. Là, par exemple, ça peut être dans l'autre sens. Vous savez que vous devez rentrer dans un détail, comprendre les règles métiers, comprendre le contexte réglementaire de l'entreprise et aller dans le détail de cette compréhension parce que vous sentez que sans ça, vous n'êtes pas capable de proposer une solution, une conception qui soit autre chose que de la pure théorie. Et vous savez que si vous n'allez pas dans le détail, vous allez juste fournir quelque chose que les développeurs ne pourront pas exploiter, quoi. Donc, moi, ça m'est arrivé je ne sais combien de fois, où j'avais des managers qui me disaient « Mais non, Alice, tu es trop dans le détail, regarde pas dans le détail, fais juste quelque chose de grosso modo, de large, et c'est bon. » Et moi, évidemment, étant donné que j'avais l'expérience, j'essayais d'abord de leur expliquer, ils n'écoutaient pas forcément, donc je faisais à ma sauce, c'est-à-dire que je savais que j'allais chercher dans certains détails pour être capable après de synthétiser. Et à la fin, évidemment, le manager me remerciait parce que si j'avais pas fait ça, je serais passée à côté d'énormément de choses et ça aurait été une vraie catastrophe pour la conception fonctionnelle, pour l'identification des besoins métiers. Il faut savoir que c'est plus compliqué de synthétiser que d'écrire dans le détail un document. C'est parfois beaucoup plus simple d'écrire dans le détail parce que tout de suite on voit quand il manque quelque chose dans ce qu'on écrit. Quand on écrit ce que doit faire une fonctionnalité, souvent on voit les étapes, voilà, on peut le voir assez facilement ce qu'on manque comme étape. Par contre, quand on veut synthétiser, on peut vite faire des raccourcis, des abus de langage, etc., de processus, qui fait que personne ne va trop voir l'erreur. Ça va passer comme ça va être signé, validé, et en réalité, ça sera faux. Voilà, ça sera faux, et la direction qu'on va faire prendre va être complètement erronée. Donc, ça aussi, c'est une erreur, c'est de se concentrer sur la vision macroscopique. Alors, vous voyez, quand je parle de concentrer, ça veut dire presque exclusif. Parce qu'en réalité, il faut faire les deux. À certains moments du projet, on va commencer par être macroscopique, et après, allez, on va aller dans le détail. Et selon le moment où vous rentrez sur un projet informatique, parfois vous rentrez au moment de la conception fonctionnelle détaillée, et là vous êtes déjà dans le détail. Parfois vous rentrez au niveau du cadrage, et là vous allez être macroscopique, et là il ne faut pas vous amuser à faire des spécifications fonctionnelles détaillées comme certains le font. Donc il y a un juste milieu, et surtout ça dépend du moment où vous arrivez sur le cycle de vie du projet ou du produit. Cinquième fausse croyance. Alors ça, c'est extrêmement fréquent, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est se sentir non légitime car non expert. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est business analyst, donc on est au carrefour des pôles métiers, donc des experts métiers, de l'équipe technique, donc tout ce qui est développeur informatique, de la gestion de projet avec donc le chef de projet et des managers, et on est au milieu de tout ça. Et nous, notre rôle, c'est de faire se parler tout ce monde-là et faire en sorte que les besoins métiers soient transcrits correctement dans un langage compréhensible par l'équipe de développement, et que l'équipe de développement, elle sache exactement pourquoi tel ou tel choix est nécessaire, que ce soit aussi au niveau architecture, et qu'en faisant ces choix
technique, elle soit capable de comprendre pourquoi et ne pas prendre des raccourcis. Et le but, c'est évidemment d'avoir un projet ou un produit informatique qui soit un succès, qui satisfait les utilisateurs, qui satisfasse également l'entreprise porteuse du besoin. Et puis, évidemment, si c'est avec une ESN ou un prestataire, que lui-même, il puisse économiquement, en fait, que ce soit viable également pour lui. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de communication et de traduction, on va dire, à faire entre tous ces pôles-là. Et on est donc entouré d'experts. Et nous, on se sent en général expert en rien. On se dit, bah, moi, je fais que communiquer, faire des réunions, etc. Et je ne suis pas expert. D'où syndrome de l'imposteur. Alors que je le dis souvent, on est expert en business analyse. Notre rôle et notre force, c'est justement ça, de faire se parler tout ce monde et de tout traduire dans tous les sens. Et ça, c'est extrêmement complexe, surtout qu'il y a la notion humaine au milieu et qui fait que un humain, il est différent selon le projet, selon l'entreprise, selon le moment dans l'année, selon le moment dans la journée. Et ça, c'est une énorme expertise. Donc, c'est vraiment une fausse croyance, c'est de penser « je ne suis pas légitime à ma place parce qu'en fait, je suis entourée d'experts et moi, je ne le suis pas ». Vous êtes des experts, peut-être pas formés. Et en ce cas-là, il faut vous former. Et là, je vous invite à aller regarder ce que je vous propose, des formations professionnalisantes qui ont déjà formé plus de 640 business analysts. J'enseigne cette formation également en Master 2. Il y a eu des étudiants, aussi de nombreux étudiants qui ont été formés en tant que business analyst. C'est une formation qui est certifiante et je vous assure que ça va changer votre vie si vous avez toutes les bonnes pratiques, que vous vous reconvertissiez, et en ce cas-là, pour commencer votre nouveau métier avec toutes les bonnes pratiques, ou alors que vous soyez business analyst parfois sans le savoir, avec une autre étiquette ou en le sachant, mais comme 98% des business analysts non formés, autodidactes, et donc avec sans doute toutes ces fausses croyances également, et sans doute aussi ce doute constant sur votre pratique, l'impression de faire plein de choses mais sans savoir rassembler les pièces du puzzle, et l'impression que vous recommencez tout le temps une nouvelle mission et que vous sortez tout le temps de votre zone de confort sans comprendre ce qui relie entre elles toutes ces pièces du puzzle. Donc effectivement, pour se sentir légitime, ça passe par la formation. Après, il y a des business analysts qui se sentent légitimes parce qu'ils pratiquent dans le même secteur ou auprès de la même entreprise depuis très longtemps et ils font un petit peu toujours la même chose. Mais normalement, un business analyst, il est capable de faire son métier dans tous les contextes, que ce soit secteur d'activité, entreprise, technologiquement parlant, etc. Donc ça, c'était une autre fausse croyance. Ensuite, j'en suis qu'à la 7e. Penser que le client sait ce qu'il veut. Eh bien non, en fait, le client, il connaît son problème, ou il sait qu'il y a une opportunité, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est à nous de l'accompagner. Et parfois même, je dirais que le client émet une expression des besoins, mais ce ne sont pas les vrais besoins. Ce sont des besoins qui sont déjà, on va dire, de surface. Et nous, on va creuser derrière pour chercher les besoins racines. Parce que les propositions qu'on va faire, nous, c'est pour s'adresser aux besoins racines. Parfois, le client va identifier un problème et va dire il me faut un nouveau logiciel pour faire ça. Et vous, si vous ne creusez pas, vous allez du coup, effectivement, faire ce nouveau logiciel, alors qu'en fait, peut-être qu'un simple changement de procédure aurait été suffisant et aurait coûté beaucoup moins cher. Là, je caricature à dessein, mais vraiment, le nombre de besoins qu'il faut aller chercher, parfois, c'est des besoins inconscients, latents, cachés, non exprimés en tout cas, qu'il faut aller chercher avec des techniques. Bien sûr, là aussi, je vous engage à vous former. Je vous forme pour ça. Allez regarder dans mes formations et la masterclass Devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z. Elle est là pour ça, pour vous donner toutes les bonnes pratiques, les techniques et les méthodes. Donc, il y a des techniques et des méthodes pour aller chercher ses besoins. Mais sachez déjà que non, le client ne sait pas ce qu'il veut. En tout cas, pas forcément autant que ce qu'il pense, et parfois il ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Donc ne soyez pas naïfs, si je puis dire, en exécutant, et je reviens un petit peu sur la deuxième croyance, en étant exécutant et non conseiller avisé, sachez le challenger, comme on dit, c'est-à-dire aller creuser et ne pas prendre au premier abord en fait ce que dit le client. Ensuite, une autre fausse croyance, c'est croire que votre donneur d'ordre c'est exactement ce que vous devez faire. Donneur d'ordre, ça peut être un chef de projet, un manager hiérarchique, etc. En gros, c'est toute personne, on va dire, professionnellement qui va vous dire, voilà, tu vas dans la feuille de route du projet, tu vas faire telle analyse, telle documentation, etc. etc. Et donc, vous êtes dans la posture d'un exécutant. Eh bien, sachez que non, il ne sait pas forcément ce que vous devez faire.
Si 98% des business analystes ne sont pas formés, ben sachez qu'il y a encore plus de recruteurs, d'employeurs, de chefs de projet qui ne sont pas formés sur ce que fait un business analyst. Le nombre de fois où je vois en plus des managers me dire avec certitude et aplomb: ah mais un business analyst il fait ça et que ça. En fait pas du tout. Il a lui-même ses fausses croyances et il ne les remet pas en cause. Et donc, il va vous dire quoi faire, sauf qu'en fait, il y a plein d'activités en business analyst qui sont transparentes pour la gestion de projet. Par exemple, le temps que vous allez passer à faire des entretiens avec vos contributeurs, le temps que vous allez passer à préparer les ateliers de travail et à le restituer par écrit, tout ça, ce sont des tâches totalement transparentes. Si on vous demande d'écrire des specs, on ne va pas vous dire avant, bah oui, tu vas faire tant d'ateliers de travail, ensuite tu vas faire telle analyse et ensuite tu vas faire, en général, on va vous donner un livrable et c'est à vous de faire un rétro-planning avec les différentes activités qui vont vous conduire à ce livrable final. Donc en fait, ça c'est une fausse croyance de croire que votre chef de projet, votre donneur d'ordre, il sait exactement ce que vous devez faire. Ça n'est pas le cas du tout, c'est très rare, ça arrive bien sûr qu'on ait des chefs de projet qui soient très informés, mais sachez remettre un petit peu de lucidité dans ce qu'on vous dit et de ne pas hésiter à dire, tu vois, tu me demandes ça pour dans 15 jours, mais moi il faut que je fasse ça entre deux. Et de discuter en fait pour être capable d'avoir un emploi du temps, une feuille de route qui tienne la route justement. Autre fausse croyance, c'est la 9e, tout miser sur vos connaissances métiers. Admettons que vous venez du métier, ce qui est assez fréquent, et que vous soyez devenu business analyst. Par exemple, vous étiez un conseiller bancaire et vous êtes devenu business analyst dans la direction des systèmes d'information et on va vous demander d'intervenir sur des projets dans le domaine de la banque. C'est toujours votre même employeur, sauf que vous avez juste changé de poste. Et ça, c'est fréquent en ce moment. Comme vous ne connaissez pas la business analyse, comme par exemple vous êtes devenu product owner, mais vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez peut-être pas été certifié PSPO, tout ça, ça ne vous est pas familier. L'équipe informatique, tout ce qui est IT, le jargon, vous ne vous êtes pas familier, eh bien vous allez donc tout miser sur quoi? Sur vos forces. Vos forces, c'est la connaissance métier. Le problème, c'est que, encore une fois, un business analyst, c'est au carrefour des enjeux métier certes, mais également technologique, gestion de projet, de l'humain. Donc vous allez complètement occulter une énorme partie de votre poste et forcément, vous allez à un moment donné vous couper des développeurs, vous n'allez pas savoir parler avec eux, vous n'allez pas savoir comprendre leurs problèmes et vous allez vous retrouver à devenir simplement on va dire un garant de la compréhension des processus métiers, mais vous n'allez pas du tout savoir jouer votre rôle et forcément si vous ne le jouez pas, quelqu'un d'autre le prendra et il y aura des problèmes déjà de périmètre, de qui fait quoi et puis à un moment donné vous allez être bypassé ou alors vous allez imposer des choix sans être au courant que ce n'est pas en conformité avec la réalité technologique par exemple ou de la gestion de projet et d'où on va basculer dans des projets qui vont rater complètement. Donc ça, c'est une autre fausse croyance, c'est que vous devez tout miser sur vos connaissances métiers. Alors quand je dis vos fausses croyances, ça peut être aussi des fausses croyances de vos managers, qui ne connaissent pas la business analyse. Autre fausse croyance, eh bien, à contrario, c'est croire que l'expertise informatique, c'est la clé d'un bon business analyst. Alors ça, c'est souvent dans le cas de projets où la dimension technologique est très importante. Souvent, par exemple, ce sont dans des projets qui sont sur du paramétrage de solutions d'éditeurs, qui historiquement sont plutôt exclusivement gérés par des développeurs, en tout cas on va dire des collaborateurs qui ont une forte dimension technique, qui viennent souvent des écoles d'ingénieurs, d'informatique, etc. Et en fait progressivement, je vous ai parlé de la vision produit qui s'est déplacée vers la vision client, donc product-centric, maintenant c'est devenu user-centric, customer-centric, et eux ils sont restés sur le fait qu'il faut d'abord faire fonctionner le produit avant de satisfaire un utilisateur. Et le problème c'est que si vous misez tout sur le fait que il faut que je fasse fonctionner le produit, il faut que je connaisse du SQL, il faut que je connaisse les bases de données, etc., et bien là aussi, vous allez complètement occulter la dimension purement métier et comment faire pour que ce logiciel, il optimise la chaîne de valeur de l'entreprise. Et donc forcément, vous allez rentrer dans un système qui fait qu'à la fin, les utilisateurs ne vont pas être contents ou le client et que ça va être peut-être un projet abandonné en cours de route ou en tout cas qui va être absolument considéré comme un échec par les utilisateurs. Et vous ne comprendrez pas pourquoi. Alors, il est vrai que là aussi, il y a certaines entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, qui se focalisent sur la dimension technique et c'est parfois très compliqué de leur faire entendre raison. Moi, ce que je vous conseille,
si vous ne voulez pas rentrer dans le tout IT, c'est tout de suite de vraiment regarder un petit peu comment fonctionne le projet avant d'accepter une mission, de poser des questions, savoir comment on va recueillir les besoins métiers. De toute manière, parfois on le voit de suite, hein. Parfois, on a le DSI qui dit non, on ne va pas aller voir l'utilisateur, sinon ça change tous les 4 matins. Non, mais nous, on sait ce qu'il faut faire, on leur donne. Voilà. Ça commence comme ça, en général, c'est mauvais signe. Ça montre vraiment qu'on ne prend pas en compte les besoins utilisateurs. Et là, vous pouvez être sûr que derrière, pour les satisfaire, c'est très compliqué. Autre problème dans cette fausse croyance, c'est si vous venez vous-même de l'informatique. Si vous êtes un ancien développeur, vous avez tendance là aussi, comme pour les personnes qui viennent du métier, à vous rabattre entre guillemets sur votre zone de confort qui est la dimension technologique et donc informatique. Puisque vous n'avez pas été formé et que donc la business analyse, vous voyez quelques livrables, hein, les specs, etc., les user stories, vous voyez bien qu'il y a des ateliers de travail, mais ça n'a pas de cohérence. Ça ne vous permet pas vraiment de gérer le cycle de vie de la solution en appliquant les bonnes pratiques. Et donc, vous allez vous rabattre sur votre zone de confort, qui est l'informatique. Donc, attention, si vous croyez que pour être un bon business analyst, il faut avoir une forte expertise IT, c'est une fausse croyance. En revanche, il faut avoir un vernis IT. Sans vernis IT, comment faites-vous pour être ce carrefour entre les enjeux métiers, les enjeux technologiques, et donc les développeurs et leurs besoins? Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de comprendre les deux parties en jeu. Voilà. Donc, un vernis IT. Il faut savoir ce que c'est qu'une architecture informatique. Il faut savoir ce que c'est. Il y a certains jargons. Qu'est-ce que c'est qu'une interface, un batch, du temps différé, du temps réel. Qu'est-ce que c'est qu'un data warehouse. Il y a des termes que vous devez connaître. C'est, on va dire, de la culture informatique. Effectivement, je vous engage à au moins avoir ce vernis base de données relationnelles, SQL, etc., pour comprendre, non pas pour faire des requêtes compliquées, mais plutôt pour comprendre, quand vous regardez une requête SQL, que vous compreniez les différentes clauses et que vous ne soyez pas complètement perdu, mais de même que vous iriez apprendre et comprendre ce que font les interlocuteurs métiers. Voilà, vous ne pouvez pas leur apporter des solutions sans comprendre le métier, on va dire de l'entreprise. Et c'est pareil, vous devez au moins baragouiner un petit peu l'informatique pour être capable de parler avec vos interlocuteurs IT, mais pas devenir un expert. Voilà. Alors, ensuite, autre fausse croyance. Alors, j'en suis à la combien? J'en suis à la 11e. Eh bien, certains me disent quels sont les outils qu'on utilise en business analyse? Tu pourrais me donner quoi comme outil, etc. Alors, moi, je vous dis, en tant que business analyst, on peut très bien être un excellent business analyst et utiliser Word, Excel, PowerPoint. Ça suffit. Après, bien sûr, on peut utiliser plein d'autres outils qui vont nous faciliter la vie. Par exemple, si vous voulez modéliser avec PowerPoint, c'est un peu pénible parce que en fait, dès que vous faites votre modélisation, il faut refaire un peu à la mano les connexions entre les rectangles, les losanges, les flèches, etc. Et évidemment, c'est laborieux et il vaut mieux avoir des outils qui vous permettent de faire cette modélisation de manière beaucoup plus simple. Ou alors, si vous voulez faire par exemple de l'ingénierie, des exigences, tracer les besoins métiers, valider avec les exigences de la solution et le logiciel codé, il y a certains logiciels d'ingénierie des exigences qui sont bien plus pratiques que de le faire dans Excel. Si vous voulez faire de même, préparer vos tests métiers, votre stratégie de test, vos campagnes, scénarios et cas de test, on peut le faire dans Excel. Je l'ai fait plein de fois dans Excel, mais il y a des outils, il est vrai, hyper plus pratiques parce qu'ils font les liaisons entre tous ces objets-là et quand vous en modifiez un, tout de suite, il met à jour le reste. Donc, il y a des outils qui existent, mais sachez que c'est une fausse croyance de penser que la maîtrise des outils va vous aider, va vous sauver, que vous allez devenir un bon business analyst parce que vous maîtrisez un outil. Pas du tout. Voilà, malheureusement, désolé pour ceux qui pensent que si. 12e, participer à toutes les réunions. Quand on est business analyst, notre mine d'or, la base de tout, c'est l'information. Pour avoir de l'information, il faut aller la chercher. Soit on va aller chercher en faisant des analyses documentaires, de manière à consulter en fait toute une base documentaire, etc. Soit on va aller faire de l'élicitation collaborative. Donc élicitation, recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle, terme que je préfère largement par abus de langage, tout ce qu'on appelle le recueil des besoins. Parce qu'en fait, on recueille beaucoup plus que des besoins et on fait bien plus que recueillir. Eh bien, on va donc assister à beaucoup de réunions, mais beaucoup. Et parfois, notre emploi du temps est juste dément. Le problème, c'est le curseur. On ne peut pas forcément participer à toutes les réunions. Parfois, on va à une réunion de 2 heures et en fait, on se demande ce qu'on fait là. Ou alors, on intervient pour 2 minutes et le reste du temps, franchement, on n'était pas utile et même, ça ne nous a rien appris. Donc, il faut savoir, on va dire, filtrer un petit peu toutes les réunions. C'est-à-dire
Celles où il n'y a pas d'agenda et vous ne savez pas pourquoi on vous invite, allez demander quel va être l'objet. On vous donne éventuellement des documents pour préparer. N'hésitez pas à dire est-ce que tu as besoin de moi pendant les 2 heures ou est-ce que voilà, je peux peut-être juste lire les comptes rendus et ça me suffira juste pour être renseigné de ce qui se passe. Voilà, allez un petit peu vérifier que la réunion pour laquelle vous êtes sollicité est vraiment utile. Parce qu'on peut vraiment se retrouver dans énormément de réunions, tant techniques que métiers, etc. Donc ça c'est important, vérifiez avant d'accepter toutes les réunions. Évidemment pas celles que vous proposez, si vous les proposez c'est que vous savez qu'elles sont utiles. 13e fausse croyance, c'est croire que l'expertise principale d'un business analyst est la communication. Alors, c'est hyper important, la communication. La communication, c'est la capacité à transmettre un message clair, que ce soit par écrit, par oral, quelle que soit la manière de le transmettre. Par contre, ça n'est pas la seule et ça n'est pas l'expertise principale d'un business analyst. Un business analyst, il a aussi des compétences professionnelles. Un business analyst, il doit savoir quelles sont les techniques, les méthodes pour éliciter. Il doit savoir quelles sont les techniques et méthodes pour faire de bonnes analyses. Quelles sont les techniques et méthodes pour faire de la modélisation, pour faire de la conception fonctionnelle, pour préparer les cas de test, etc. Si on fait de la partie test. Quelles sont les pratiques professionnelles pour faire de l'ingénierie des exigences, pour rédiger des études d'opportunité, du cadrage, faire de la conception fonctionnelle générale, écrire un product backlog ou le gérer, ou écrire des user stories ou des critères d'acceptance. En fait, ça, c'est énormément de hard skills, de compétences professionnelles que je vous apprends, moi dans ma formation sur Best of Business Analyst, qui est un organisme de formation Calliope et pour lequel d'ailleurs vous pouvez aussi vous faire financer par votre employeur, également par France Travail, par le CPF. Vraiment aller regarder parce que toutes ces compétences elles sont fondamentales. Alors par contre bien sûr que la communication est très importante, mais ça n'est pas la compétence principale. Et pourquoi je le dis, c'est que il y a quelques années quand ça n'était pas formalisé la business analyse, on recrutait les business analyses surtout si on sentait que voilà le recruteur il disait il parle bien, il ou elle parle bien, il a l'air d'être à l'aise, il communique bien, il ferait un bon business analyst. Et ça c'était à l'époque où moi j'ai commencé, donc il y a un paquet d'années, et il y avait tellement peu de business analystes et de professionnels qui voulaient le faire que dès qu'on avait cette capacité à discuter, à parler et à rédiger, on était un business analyst. Ça n'est absolument plus le cas de nos jours. Il y a vraiment tout un ensemble de bonnes pratiques à maîtriser, sinon vous allez être complètement perdu et au bout d'un moment, de toute manière, la communication elle a ses limites parce que face à vous, vous allez avoir des utilisateurs ou des experts informatiques qui vont vous dire en gros que vous, et encore une fois je pense à quelqu'un en particulier que j'ai eu hier en coaching qui s'est retrouvé en défaut sur sa mission parce que en fait cette personne, ce business analyst, on lui a dit comment ça tu savais pas ça, mais nous on le sait quoi. Comment ça se fait que tu n'aies pas l'information? On me l'a pas dit. Et oui, mais il y a des bonnes pratiques pour aller chercher l'information quand on ne te le dit pas, justement, tous ces besoins non exprimés. On va les chercher, et ça, c'est des bonnes pratiques. Donc, la communication n'est pas suffisante. Voilà. 14e, fausse croyance, mélanger chef de projet et business analyst. Alors, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que j'ai déjà fait des vidéos et des articles sur le sujet, donc je vous invite à aller les regarder. Mais il y a une vraie différence entre chef de projet et business analyst. Le chef de projet, c'est le pilote, c'est celui qui va faire en sorte qu'avec son fameux triangle d'or de la gestion de projet, qui sont les délais, les ressources et la qualité du projet, avec toutes ces ressources et ces contraintes, on va arriver au bout du projet tel que les délais sont prévus, tel que les ressources sont prévues et dans la qualité prévue. C'est celui qui va être un gestionnaire. Un business analyst, il n'est pas un gestionnaire. Il est quelqu'un qui est garant de la satisfaction des utilisateurs et également de la satisfaction du donneur d'ordre qui paye et qui a plutôt une vision, on va dire, processus d'entreprise et valeur ajoutée sur l'ensemble des processus de l'entreprise. Par contre, la discipline, la compétence de gestion de projet, on peut aussi l'utiliser en tant que business analyst, parce que pour organiser notre travail, on va s'appuyer sur la gestion de projet pour mener à bien notre mission. Si on n'a pas cette compétence de gestion de projet, on peut aller dans tous les sens. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a parfois des amalgames. Un chef de projet,
de l'autre côté, il va aussi parfois utiliser des compétences de business analyse pour essayer de comprendre ce que veut le client final face à lui ou le pôle métier pour après donner la direction du projet. Mais ce n'est pas lui qui va aller dans le détail de concevoir de manière fine la solution informatique ou d'aller écrire les processus, etc. Ça, c'est le business analyst. Donc, je vous invite vraiment à regarder mes vidéos sur le sujet qui vous donneront beaucoup plus de détails. Mais attention à ces fausses croyances, d'autant plus que parfois on a la casquette hybride, chef de projet, maîtrise d'ouvrage. On a les deux compétences, mais c'est vraiment deux choses très différentes. Et d'ailleurs, si vous vous formez en tant que chef de projet, vous n'allez pas apprendre du tout la même chose que si vous vous formez avec moi en tant que business analyst. Voilà, vous n'allez jamais apprendre toutes les techniques d'élicitation, toutes les techniques d'analyse, etc. Autre fausse croyance, donc on en est à la 15e, plus que 3. Vous voyez, la vidéo est assez longue là-dessus. Eh bien, je parlais de chef de projet et de BA. Maintenant, croire que product owner et business analyst sont deux métiers distincts. Alors, product owner, c'est un rôle agile. Ça veut dire que dans les projets gérés de manière agile, donc si vous ne savez pas ce que c'est que la gestion agile, là aussi, je vous invite à regarder d'autres vidéos, d'autres articles sur mon site internet qui l'expliquent. En tout cas, il faut savoir que, entre guillemets, c'est une casquette qu'on vous met dans un certain contexte qui est l'agilité. Vous avez la casquette de product owner. Vous avez donc aussi potentiellement une certification pour avoir ce rôle de product owner. C'est comme si vous étiez, mettons, un acteur. Et puis à un moment donné, on va vous dire, bah, toi, tu vas jouer tel rôle sur telle pièce de théâtre. Puis à une autre pièce de théâtre, tu vas jouer tel autre rôle. Vous êtes toujours un acteur, mais vous allez juste changer de casquette. Et donc, vous n'allez pas parler de la même manière, vous n'allez pas avoir les mêmes interactions. Ben, imaginez que product owner, c'est un des rôles qu'on va vous donner. Business analyst, la difficulté, c'est que ça peut être soit un rôle projet, de la même manière qu'un product owner peut l'être. Par exemple, dans les projets gérés de manière traditionnelle, comme en cascade en cycle en V, il y aura ce rôle business analyst. C'est également une discipline, comme je vous ai dit, c'est une compétence qu'on va pouvoir utiliser quel que soit son rôle. Et puis, c'est également un métier. D'ailleurs, vous voyez les fiches de poste marquées business analyst. Le problème de ces amalgames, c'est qu'on on comprend plutôt trop qui fait quoi. Mais il faut savoir qu'un product owner est un praticien en business analyst, mais c'est également un praticien en chefferie de projet. C'est quelqu'un c'est un rôle en fait où il faut à la fois avoir une vision du produit et des besoins métiers et également avoir la capacité de chef d'orchestre, de priorisation qui est donc vraiment l'apanage finalement des chefs de projet et le business analyst qui est vraiment axé du coup sur la partie fonctionnelle, besoins métiers, etc. Donc il faut vraiment se dire que tous les deux, ils font partie de la famille de la discipline, en tout cas de la business analyse. Sauf qu'ils ne l'utilisent pas exactement de la même manière. Moi, je forme des product owners qui pensaient que c'était un autre métier. Et ils me disent, mais en fait, nous, on a le jargon agile, on connaît tout ce jargon-là, mais en fait, on ne nous a jamais appris à analyser. On nous apprend, quand on fait la certification PSPO, on ne nous apprend pas à éliciter, on ne nous apprend pas à analyser, on ne nous apprend pas tout ça. Et la business analyst, si. Donc, dites-vous que ce ne sont pas deux métiers distincts, ce sont des rôles qui partagent des compétences communes et le product owner étant un rôle spécifique Scrum qui a une certification dédiée. Ensuite, 16e fausse croyance. Alors, pensez qu'un business analyst, lorsqu'il est expérimenté, il ne doute plus, il sait. Alors là, détrompez-vous, mais alors vraiment détrompez-vous. Bien sûr qu'avec l'expérience, on a des automatismes et on sait mieux faire les choses. Mais moi, je peux vous assurer que pour accompagner énormément de business analysts, parfois qui ont 20 ans d'expérience, je vous assure que le doute les accompagne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés, encore une fois. 98% des business analysts sont autodidactes. Et quand en plus de ça, ça fait un certain temps qu'ils sont chez le même client, dans un même secteur d'activité, qui font toujours un peu la même chose, ils ont tous la même réaction de se dire mais en fait si je devais être ailleurs, je ne saurais pas faire en fait. Là c'est parce que j'ai l'habitude, les banques j'y suis depuis 20 ans donc j'ai l'habitude, mais je ne serais pas capable de faire autre chose. Ou si je change de technologie, je ne serais pas capable, si je devais être non plus sur de la business intelligence ou des CRM mais sur autre chose, je ne serais pas capable de faire. Donc, il faut vraiment savoir qu'un business analyst expérimenté, il doute. Et je dirais que c'est sain, parce qu'en doutant, en même temps, alors c'est sain et pas sain. C'est pas sain quand vous doutez faute de compétences. En ce cas-là, allez vous former. Voilà, si je puis dire, hein, formez-vous, ça existe. Avant, ça n'existait pas, les formations. Maintenant, ça existe. Donc, allez vous former. Comme ça, vous allez vraiment avoir les bonnes pratiques et vous ne douterez plus de votre
compétences, en fait, on va dire. Par contre, là où c'est sain, c'est que nous, on va essayer d'apporter la meilleure solution possible. Et donc, il faut avoir l'esprit ouvert sur d'autres choses qui n'existent pas. Parfois, on va devoir vraiment chercher des solutions qui sont innovantes, qui n'existent pas. On va devoir essayer d'utiliser un outil qui existe par exemple dans le commercial ou le marketing et dire, tiens, ça, on va pouvoir l'utiliser pour la business analyse ou pour ce projet. Par exemple, quand on fait de l'analyse comparative, des benchmarks, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ce qui existe, ce qui se fait de mieux ailleurs, et en se disant, tiens, si ça se fait de mieux ailleurs, peut-être que je peux l'utiliser pour proposer une fonctionnalité pour ce logiciel qui serait super. Par exemple, je veux pouvoir convertir, je suis dans une e-boutique, je veux pouvoir convertir mieux. C'est mon objectif dans la chaîne on va dire ce que je dois amener comme bénéfice à l'organisation, c'est d'aider à mieux vendre et à plus vendre. Ok, qu'est-ce qui se fait de mieux ailleurs? Vous pouvez faire différents types de benchmarks, ça aussi j'explique dans la formation. Et par exemple, vous pouvez aller dire, Amazon, ils font comment? Ah, il y a la commande en un clic. La commande en un clic, en fait, ça convertit très vite parce que les gens, ils ont peu d'efforts à faire et ils achètent très vite. Est-ce que moi, je ne pourrais pas faire pareil dans mon logiciel et mettre une fonctionnalité de ce même style? Voilà. Donc, en fait, de douter, c'est sain parce que ça nous amène à chercher des solutions qu'on ne connaît pas et de remettre en question nos croyances. Et en ça, c'est sain parce que notre environnement, il change tout le temps, que ce soit technologiquement parlant, méthodologique, sectoriel, etc. Mais douter parce qu'on n'est pas formé, eh bien, il faut aller se former. Et quoi qu'il en soit, sachez que beaucoup de business analystes expérimentés souffrent en silence de ce syndrome de l'imposteur, que plus on est expérimenté, moins on ose dire qu'on a besoin d'une formation parce qu'on est censé être un expert. Donc ça, c'est aussi une fausse croyance que je voulais mentionner. Et puis, c'est la 17e fausse croyance et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Croire que vous ne savez pas vous organiser. J'en ai plein qui me disent je cours à droite, à gauche, dans tous les sens, je suis débordée, j'ai l'impression dans ma journée d'avoir rien fait, mais pourtant j'ai pas arrêté une seconde et j'ai l'impression que j'ai rien fait au final, quoi. Et en fait, c'est des personnes qui s'en veulent de pas savoir s'organiser parce qu'elles pensent qu'elles savent pas s'organiser. Et là aussi, je voudrais que vous lâchiez un petit peu la pression parce que c'est pas de votre faute dans le sens où on est au milieu, encore une fois, des pôles métiers, des pôles techniques, de la gestion de projet. On est donc entouré de parties prenantes. Notre travail est conditionné par la disponibilité d'énormément de parties prenantes et de contributeurs. Donc c'est évident que c'est beaucoup plus difficile de s'organiser dans ce contexte-là que lorsqu'on est développeur face à son ordinateur et toute la journée on code. Et c'est pas que c'est plus facile de coder parce que c'est très complexe aussi la partie technique, mais en termes d'organisation, ça n'a évidemment rien à voir de devoir s'organiser en tenant compte de plein de parties prenantes. Autre chose, c'est qu'un business analyst, on lui met toujours des patates chaudes. Il y a toujours une problématique métier. On dit, on va demander au business analyst, il va le faire, etc. Et on vous met tout le temps sur le bureau des tas de patates chaudes à régler. Donc, en fait, c'est constamment des choses nouvelles qui viennent alimenter votre pipeline de tâches à faire et de votre to-do list qui grossit. Donc, vous barrez des lignes de votre to-do list et il y en a plein d'autres qui arrivent. Voilà. Donc, c'est pas que vous ne savez pas vous organiser, c'est que le métier fait que la gestion du temps est hyper importante. Il faut vraiment acquérir cette compétence en gestion du temps, justement parce qu'il y a une vraie complexité dans ce rôle pour s'organiser malgré les contraintes. Voilà. Donc, ne vous auto-flagellez pas. C'est pas que vous ne savez pas vous organiser, c'est que c'est complexe, mais ça n'empêche pas d'aller apprendre les outils de gestion du temps et j'ai fait des vidéos dans ce sens. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a permis de mieux comprendre les fausses croyances qu'on pouvait avoir en tant que business analyst. Et si vous êtes un manager ou un chef de projet, un recruteur, eh bien que vous aurez un peu plus de recul sur la discipline et le rôle du business analyst. Si vous souhaitez être professionnalisé, faire partie de ces business analysts qui connaissent leur métier, qui peuvent du coup incarner ce rôle de business analyst avec méthode et assurance, allez faire un tour sur mon site internet, vous découvrirez tout le catalogue de formations pour devenir business analyst. Vous verrez, il y a différents financements possibles, que ce soit par votre employeur, le CPF, également France Travail. Vous allez découvrir tout ça tranquillement sur mon site. Et puis évidemment, si vous voulez qu'on échange pour me présenter votre projet professionnel, votre projet de formation ou vous souhaitez avoir un accompagnement, n'hésitez pas non plus à prendre un rendez-vous avec moi, un rendez-vous gratuit de 45 minutes où on aura largement le temps de discuter
discuter ensemble. Vous pouvez également, si vous ne connaissez pas encore bien la business analyse, vous procurer mon livre blanc qui est gratuit, que vous pouvez trouver en description de cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.